Bon, nous y sommes. Et c'est parti. Et voilà, nous y sommes. Bonjour tout le monde. Bonjour Antoine, bonjour tout le monde à la maison. Un autre aujourd'hui dans ma grosse brune ou distanciation sociale dans ma grosse brune, c'est selon. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que, évidemment, l'idée, c'est que tu restes loin de moi pour pas me transmettre tes microbes. Je suis très propre. Oui, c'est ça. Ça, on verra. On ne le sait pas pour l'instant. Hey, on va en profiter pour vous présenter tout d'abord la vedette qui est derrière nous. Vous pouvez peut-être la voir, c'est pas évident. Si moi je suis loin, l'auto, elle, est encore plus Ouais. loin. Exactement. Alors, la voiture que vous voyez en arrière, c'est un Volkswagen Jetta GLX VR6 97. 18, pardon. Propriété de Germain Goyer, ici présent. Une Jetta de génération 3 que j'ai connue parce que j'en ai vendu de ces voitures-là à cette époque-là. Moteur VR6, super bonne condition. Évidemment, elle est vert forêt comme à peu près toutes les voitures de cette époque-là, mais ça m'a rappelé des souvenirs de regarder ça. Puis Germain, tu l'as pas conduit souvent, mais là, tu l'as sorti, là. Parce que c'est l'époque où on sort nos bébelles, là. Ben, il fait beau, on a du temps, il n'y a pas trop de monde sur les routes. Fait que j'en ai profité pour sortir ma voiture. C'est une grande sortie venir te voir, Antoine. Non, effectivement. Puis tu t'es pas fait arrêter jusqu'à présent par un policier qui voulait regarder ton auto? Non, mais il y a un propriétaire de Jetta, 6e génération, qui m'a envoyé la main en m'en venant, donc pourquoi pas? Bon, puis non, c'est parce que moi, ça m'était arrivé avec ma voiture la semaine passée. J'ai sorti une de mes voitures, je me suis fait arrêter par le policier qui voulait voir l'auto. Ah, Bon, puis c'était bien sympathique, bien le fun, mais bon, tu sais pas sur le coup, c'est exactement. Dans ce temps-là, qu'est-ce qu'il y avait comme système audio là-dedans, dans ta Jetta? son Bose. C'est un Bose, lui, Oui. qu'il avait, hein? Oui. Lecteur CD? Oui, lecteur CD et cassette. Et cassette. Ah, c'est pour ça que, Germain, tu traînes des cassettes, Ah. des cassettes de France Gall dans ta voiture. J'ai toutes sortes de cassettes. Alors, j'ai déplacé son auto tantôt et là, j'ai vu ça, une cassette de France Gall. Malheureusement, je ne peux pas vous la faire jouer dans ma grosse brune ici, car le lecteur cassette brille par son absence. Mais ça m'aurait fait grand plaisir. Parce que oui, on est toujours à bord de la grosse brune. Et on va jaser voiture un petit peu. À commencer par le fait, Germain, que là, les concessionnaires vont finalement ouvrir leurs portes pour la vente de véhicules avec des règles à suivre. Et il y a une nuance que j'aimerais apporter dès le début, c'est que les concessionnaires vont pouvoir ouvrir. Donc, s'ils veulent rester fermés, ils vont pouvoir rester fermés. Ouais. Tu sais, c'est pas une obligation par le gouvernement d'ouvrir, mais on s'imagine bien qu'ils ont très hâte d'ouvrir pour la plupart, là. Non, c'est sûr. Puis il y en a peut-être qui vont décider de simplement rester fermés puis de jamais réouvrir. Ça, c'est triste. C'est malheureux. Mais il y en a ça qui ont se pourrait mangé que des ouais. coups. Ça va être le cas de bien des restaurateurs. Beaucoup de restaurateurs qui, Oui. eux, ont appris la mauvaise nouvelle qu'ils ne pouvaient pas ouvrir pour l'instant. C'est ridicule, là. Enfin, il y a matière à discussion. Il y a toutes sortes d'opinions sur le sujet. Mais celle qui entoure la grande région de Montréal et sur le fait qu'on va ouvrir les concessionnaires une semaine plus tard dans la grande région de Montréal, alors qu'on peut le faire en région, et celle-là, je la comprends difficilement. Oui, parce que les gens de la région de Montréal auront simplement à se déplacer cette semaine-là s'ils veulent aller acquérir un véhicule, là. Donc, ça favorise les concessionnaires hors Montréal pour une raison floue, là. Ben, c'est qu'on dit qu'il y a plus de gens qui sont affectés ici dans la grande région de Montréal, ce qui est évident considérant la densité de la population, mais on sait que plus de 80% de ces personnes-là sont dans des CHSLD. Et ils n'iront pas dans un concessionnaire demain matin. Ils sortiront pas. C'est ça. Ils sortiront pas. Alors bon, écoute, c'est un débat qui sort du cadre automobile, puis il y a toutes sortes d'opinions à ce sujet-là. On pourrait parler des écoles, on pourrait parler d'un paquet de trucs, mais il en va de la survie de l'industrie automobile, de repartir le tout au plus sacrant, si vous voulez mon avis, parce que sinon, ça sera pas beau tantôt. Puis je pense qu'il y a des limites là, à faire des chèques, à donner des subventions, puis à être compréhensif, parce que ça va être un cauchemar, là. Ça sera pas gérable, en tout cas. Mais la bonne nouvelle, c'est que là, oui, on peut commencer ou recommencer à vendre des voitures, mais en contrepartie, est-ce qu'on peut en immatriculer? Et ça, c'est une sacrée question parce que... On était tout fiers la semaine passée d'annoncer que la SAAQ avait repris du service, qu'il y avait une ligne téléphonique.
qui avait été instauré, qu'on pouvait tout faire ça par téléphone, qu'on pouvait prendre rendez-vous. Voilà. Donc enfin, là, parce qu'il y avait un flou avec le transit, là, on était tout content que le service reprenne. Ben regarde bien. Quel service? Non, ça n'a aucun bon sens. Moi, j'ai vécu l'expérience cette semaine parce qu'on avait donné un numéro 1-800 que vous pouvez toujours aller lire aujourd'hui. Le numéro 1-800 est encore valide sur le site de la SAC. On a donné le numéro 1-800 pour que vous puissiez téléphoner, prendre rendez-vous afin d'aller immatriculer ou faire les besoins que vous avez par rapport à un véhicule. Vous achetez un véhicule, vous voulez renouveler. Il y a des trucs que vous pouvez faire en ligne, remisage, déremisages, etc. Là. Mais pour des besoins plus spécifiques, renouvellement d'un permis de conduire, tout ça, il faut vous déplacer. Et ça, on donne des rendez-vous. Le problème, c'est que le numéro 1-800 qu'on a donné ne fonctionnait pas. Moi, quand je téléphonais, il y a 2 jours, il y a 3 jours, ce que ça faisait, ça m'indiquait tout simplement que le numéro n'était pas en service. Ça a créé problème. Alors, j'ai téléphoné au de la Société de l'assurance automobile du Québec, qu'on aura d'ailleurs en entrevue à Cube Radio samedi matin. Ça, notez-le, ça va être une bonne entrevue, parce que lui va élucider tous ces problèmes-là. Il va répondre à toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui. Alors, écoutez ça sur Cube Radio. Vous pouvez télécharger le balado à partir de 10h samedi matin. Il n'y aura pas de problème là-dessus. Mais j'ai téléphoné à Mario Vaillancourt, qui, lui, et je lui ai fait part du fait que cette ligne-là était non fonctionnelle. Quelques heures après, la ligne était fonctionnelle, mais nous mentionnait de téléphoner à un numéro 514. Donc, autrement dit, si vous êtes de la grande région de Montréal, vous appelez un numéro 514. Pour tous les autres, ils donnaient un autre numéro. Alors, j'appelle au numéro et j'essaie depuis 3 jours de pogner la ligne en bon français. Impossible. C'est engagé constamment. Ça n'a aucun sens. Alors, c'est peine perdue. Moi, j'ai un véhicule que je dois aller immatriculer. J'ai des renouvellements à faire. J'ai des véhicules que je veux remettre sur la route, mais j'ai perdu l'enregistrement original, donc j'ai pas le bon numéro de dossier ou de certificat, là, ce qui fait que je suis obligé d'aller à la SAC pour le faire. Et il n'y a rien à faire. Je suis pas capable d'avoir la ligne. Je suis pas capable d'avoir un rendez-vous. On dit qu'on peut aussi le faire par la poste. Oui, la poste, on va l'avoir dans 3 mois. Tu sais. On s'entend-tu, là? Le service postal, en plus, est ralenti considérablement. Bon, alors c'est interminable, là. Puis la poste, pour ce genre de truc-là, permet-moi de douter de la fiabilité, là. Alors, c'est le genre de choses qui... Si on peut prendre rendez-vous, comme on l'a dit, ça serait juste beaucoup plus simple. Et j'apporte aussi une nuance, parce que moi, j'ai un ami personnel, Eric, que je salue. Lui s'est acheté un Jeep Grand Cherokee dans un concessionnaire il y a plusieurs semaines. Le concessionnaire en question, ne pouvant immatriculer le véhicule parce qu'il y avait une nuance là, au niveau de l'immatriculation puis du numéro de série. C'est un véhicule, je pense, qui venait de l'Ontario. Je connais pas trop les détails. Bref, vous ne pouvez pas immatriculer le véhicule avec le système SACLIC qui, lui, est toujours en fonction. Ce que vous devez savoir, si vous allez chez un concessionnaire de véhicules neufs ou un marchand de véhicules d'occasion qui est assez bien équipé, ils ont accès au système SACLIC qui permet d'immatriculer en temps réel un véhicule. Ça, c'est un avantage par rapport à l'achat d'un véhicule chez un particulier en ce moment. Mais lui ne pouvait pas le faire. Alors, le concessionnaire lui a proposé, regarde, je vais te mettre une plaque X. Vous savez ce que c'est une plaque X? Une plaque de concessionnaire qu'on va mettre sur un véhicule d'essai, normalement. Là. Et il a mis une plaque X sur le véhicule de mon ami en lui disant, regarde, tu peux rouler avec ça quelques semaines, le temps que je sois capable d'immatriculer ton véhicule puis que ça revienne à la normale. Après ça, tu me rapporteras la plaque. Parfait, c'est beau, merci. Alors, mon ami s'est fait arrêter avec la plaque X et s'est fait demander par le policier, est-ce que tu roules avec ce véhicule-là pour une durée indéterminée? Pourquoi tu as une plaque X? Est-ce que tu es un marchand toi-même? Il a expliqué la situation. Et il s'est mérité une amende de 160 $ parce que normalement, tu ne peux pas mettre une plaque X sur un véhicule qui roule de façon indéfinie comme ça, à moins d'avoir une lettre du marchand, ce que mon ami n'avait pas. En tout cas, mais le concessionnaire, dans ce cas-là, a tout simplement essayé d'être accommodant avec son client. Puis le policier, un peu... non, lui, ça n'a pas passé. Mais on est tellement dans une situation pas évidente. On peut-tu donner un break aux gens? Je comprends, là, les policiers ont des constats à émettre. Ils émettent pas autant d'infractions sur la route que d'habitude. Les coffres sont vides. On comprend tout ça, là. Mais on est dans une situation... Le taux de criminalité est lui aussi plus bas, là. Non, mais je veux dire...
nonobstant ça, là, on est dans une situation où il faut essayer de s'ajuster, d'être compréhensif, puis mettre de l'eau dans son vin. Pour que le vin goûte plus l'eau que le vin, là. Puis visiblement, il y en a qui comprennent pas. Non, pas beaucoup de jugement, dit Normand Laberge. Effectivement, là-dessus, je suis un peu d'accord. Mais en même temps, il y a quand même des règles qu'il faut respecter. Puis le concessionnaire, en prêtant une plaque X, aurait dû savoir que. Mais on est dans des situations exceptionnelles tout le temps, puis c'est pas évident. On ne peut pas s'imaginer que la plaque X allait être utilisée si longtemps parce que, justement, cette situation-là nous est tombée sur la tête. Écoute, j'ai croisé un véhicule cette semaine. Il y avait un transit dans la vitre en arrière. Le transit était rendu blanc. Ouais. Parce que, tu sais, le petit papier jaune qu'on met dans la vitre, bien, au bout de 2-3 semaines, quand le soleil a plombé dessus, il a changé de couleur parce que c'est un papier qui est assez cheap et qui est conçu pour ça. Bien, il était rendu blanc. Fait qu'on sait que ça fait plus que 10 jours qu'il est là. Mais en même temps, il n'a pas d'autre solution. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes chez toi et tu bouges plus? Voilà. Je veux dire, à un moment donné, il faut juste être logique. Fait que, on aura plus de détails avec Mario Vaillancourt sur cette situation-là de la SAC qui n'est pas évidente. Qu'est-ce qu'on peut faire pour renouveler son permis de conduire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour immatriculer un véhicule? Si vous achetez un véhicule chez un concessionnaire, entre particuliers, quelles sont les solutions? Comment on peut s'arranger? Comment est-ce que la SAC essaie d'évoluer avec le service qu'on offre actuellement? Est-ce qu'on essaie de le faire ou bon? Tu sais, on va tout savoir ça. Voilà. Bon, là, je vais vous parler du petit nouveau, du petit dernier qui est arrivé dans la famille d'Antoine cette semaine ou la semaine passée. Dans l'écurie. Dans l'écurie. Oui, c'est ça. Il y a quelqu'un qui me le mentionnait tantôt. Il y a quelqu'un qui me dit pas possible d'immatriculer une moto qui a passé une inspection. OK, ça se peut. On posera des questions là-dessus parce qu'évidemment, c'est aussi la saison des véhicules récréatifs, des motocyclettes, des VR, etc. Là, c'est que, Il a été question là, au début de la crise que la moto, elle, n'était pas essentielle. Donc, elle était vraiment jugée simplement récréative. Donc, je sais qu'il y a eu des constats qui ont été remis à des motocyclistes en leur disant « Vous n'avez pas d'affaires sur la route. » Mais par contre, une Corvette, ça, c'est... c'est une autre histoire. Bon, tu sais, fait que toute chose étant relative. Alors oui, c'est ça, je vous parle du petit dernier dans la famille qui est une Volkswagen Corrado. Je me suis acheté ça il y a maintenant un peu plus de 2 semaines, grosso modo, là. Et je l'ai toujours pas officiellement immatriculé d'ailleurs parce que c'est mon gros problème. Mais je pensais pas qu'il y avait autant de gens qui aimaient cette voiture-là à ce point-là. J'ai pris la voiture, j'ai travaillé un petit peu dessus avec l'aide de certaines personnes qui ont pu aussi y mettre du leur. Puis ça a donné un résultat qui est pas pire, honnêtement. Puis c'est une voiture que j'ai toujours aimée. Je me souviens, vous vous souvenez peut-être de la publicité à l'époque, hein? Il y avait 2 façons d'atteindre 200 km/h avec une Volkswagen. Soit qu'on montait dans les airs avec un avion puis une Beetle, puis on lançait la Beetle dans le vide. C'est une idée. Ou on prenait une Volkswagen Corrado. Et la pub était vraiment géniale parce que tu voyais la Beetle tomber du ciel et la Corrado filer à vive allure. C'était pas pire. Ça frappe l'imaginaire. Ce qui était quand même pas mal pour une auto de 158 chevaux, faut quand même le dire. Là, c'était 158 chevaux. Aujourd'hui, tu as ça dans une Crosstrek. C'est 152. Puis on se plaint que c'est pas assez. Puis on se plaint que c'est pas assez, oui. Mais là, le fait que ce soit tout petit, que ce soit très léger, rend ça amusant. Là. Rend ça amusant, c'est 1000 kilos. C'est léger, ça n'a aucun sens. C'est une base de Volkswagen Golf avec un moteur compressé qui émet un beau petit son d'ailleurs. Puis c'est une voiture, oui, il y a Normand qui me parle de l'aileron actif et qu'il fonctionne toujours d'ailleurs. C'est un mécanisme bien simple. À 72 km/h, l'aileron va se soulever en arrière. Et c'est sûr que ça doit faire toute la différence. C'est sûr que cette voiture-là, s'il n'y avait pas d'aileron qui se levait, là, elle partirait de même n'importe quand. Une chance que Une chance qu'il y a ça. Mais ça fonctionne toujours, heureusement. Enfin, bref. Ça devait être le genre de bidule qui devait figer assez vite. Oui. Et là, je me suis amusé à faire quelques recherches sur la Volkswagen Corrado parce que moi, j'avais l'impression que c'était une voiture super populaire à l'époque, qu'on en voyait partout, que c'était... Pour moi, c'était un halo car quand j'étais plus jeune. Et sais-tu qui s'est vendu au Canada en un peu plus de 5 ans? 2808 Corrado seulement. Mais ça veut dire une chose. Ça veut dire que, oui, les gens en parlaient à l'époque. Probablement que beaucoup de gens rêvaient d'en avoir une.
Mais peu de gens pouvaient se permettre l'achat de cette voiture-là. Oui, c'est ça. Alors, puis c'était quand même une voiture qui, au prix de détail, coûtait très cher. On parlait de 26 000 au prix de détail. La mienne a été payée 23 000 à l'état neuf. J'ai le contrat d'achat, donc il y avait quand même des bons rabais, mais il y avait place à la négociation dans ce temps-là un peu. Alors, elle avait été payée 23 000 Il faut savoir qu'une GTI 16 valves, la même année, coûtait quand même 19 000. Donc, il y avait une grosse marge. Il y avait une grosse marge. Une GTI 91 8 valves coûtait 14 000. Le Step aux 16 valves, c'était 5 000 de plus. Ouais. Pour vous donner une idée, un Honda Civic SI coûtait 14 000 aussi. Alors, c'était... Et là, on est à 26 pour Et là, on est à 26 pour un Corrado. Donc, c'était énormément d'argent. Et j'avais regardé le contrat d'achat d'un ami qui a aussi une Corrado, puis ça, c'est intéressant, parce que la personne avait financé un montant de 21 000 parce qu'elle avait donné une voiture en échange à l'achat d'une Corrado sur 91 également. Okay. Imagine-toi, 60 paiements de 596 $ par mois à un taux de 12,5 ce qui serait considéré usuraire aujourd'hui. On est en deuxième chance au crédit. Mais c'était le taux en 1991. C'était pareil pour les hypothèques. Imagine-toi payer 600 $ par mois en 1991 pour une voiture. C'était des sous, là. C'est énorme. C'était effrayant. Alors, c'est ce que coûtait... C'est pour ça qu'il n'y en a pas eu tant que ça. C'est pour ça qu'il n'y en a pas eu tant que ça. Des G60, il y en a eu un petit peu plus que des VR6. Beaucoup d'entre elles ont été accidentées, volées, etc., ou converties en VR6. Et modifiées avec des goûts souvent très, très, très C'est ça, c'est ça. Tu sais, une Corrado mauve et orange avec des... Bon, avec des bas de caisse puis des mags qui finissent plus. Chacun ses goûts, là. Tant que le travail est bien fait. Il y en a qui n'ont pas passé à travers l'époque Fast and Furious. Mais je suis content d'une chose. La voiture que j'ai acquise, elle a peu de kilométrage. Son intérieur est impeccable et il est en tissu parce que les intérieurs de cuir s'abîment beaucoup plus. Puis c'est un fun fou à conduire. Et ça me ramène au fait, un peu comme... Bon, j'ai aussi une Honda CRX 91 SI, même année. Puis ça me reconfirme un truc. Il y a Luc qui me dit... Luc Pinchot, c'est un de mes amis. Il me dit, moi, j'avais financé en 89 ma prélude à 15,75 %. Aïe, aïe, aïe! Ouch! Fallait vouloir, hein? Hein? T'as-tu fini de la payer, Luc? Je pas sûr. mais c'était des sous. Écoute, sauf que je veux revenir sur le fait que c'est pas vrai que ça te prend 400 forces pour avoir du plaisir au volant. Puis aujourd'hui, les gens pensent que tu es nécessairement obligé d'avoir une AMG ou une M340i ou tout ce que tu voudras. La MX5, c'est un bel exemple. Ben, la MX5, c'est un bel exemple. Et qui a bien évolué. Ben, j'ajouterais même la FRS, la Sion FRS, excuse-moi, la Toyota 86 et la Subaru BRZ. Oui. Pour moi, c'est une petite voiture sport hyper amusante. D'ailleurs, qui n'a pas pris une ride. Au niveau du look, c'est encore une voiture fantastique. C'est pas super rapide, OK? Puis les 200 chevaux, tu te demandes sont où, là. Mais ça demeure une petite voiture qui offre un rapport poids-puissance correct, qui est super le fun à conduire à vitesse légale. La MX5, c'est une coche de plus, à mon avis, là. Ouais. Mais là, la MX5, ça commence à être un peu plus cher, par exemple. Là. Des MX5 sous les 30 000, il n'y en a plus bien. Mais on n'est pas obligé de prendre une version RF avec le toit rigide rétractable non plus. Non, c'est ça. Fait que, mais il y a quand même du fun à avoir avec les voitures de cette génération-là à un niveau que les gens ne se souviennent pas, je pense. Ouais. Parce qu'avec 158 chevaux, et il en reste peut-être un peu moins, après les 10 001 brochures, les 101 voitures de la collection d'Antoine. Non, peut-être que je n'ai eu 101 dans ma vie, mais j'en ai pas. Sinon, il n'y aura pas 101 voitures dans ma course, ça c'est sûr. Mais le plaisir de conduire des voitures de cette époque-là. Puis je pense à plusieurs autos. Là. J'ai possédé aussi une Probe GT 1993. C'était 164 chevaux avec un V6. C'était le fun. C'était direct. Puis t'appuies sur l'accélérateur, ça répond instantanément. Pas un délai de 3 secondes comme une Audi RS7 de 500 quelques chevaux. Là. Ça répond. Et tu ressens tout. Voilà. C'est ça. Ce qu'on retrouve pas avec une voiture, même
de performance actuelle. Non, mais c'est sûr que la CRX, ça, tu ressens tout, là. Oui, Tu oui. ressens tout, t'entends tout, ça n'a Oui. pas de filtre, on s'entend. C'est une auto qui pèse 815 kilos, pas de cerveau direct. Écoute, imagine-toi, ils vendaient ça en 18 000 quelques dollars, pas de cerveau direction, vite à crank. Tu sais, là, le strict minimum, mais c'est une voiture le fun à conduire. Absolument. Bon, si tu compares l'agrément de conduite du CRX puis du Corrado, Ouais. donne l'avantage au Corrado. Bon, t'es mieux assis, t'as une plage de puissance qui est peut-être un peu plus intéressante, t'as une voiture qui est plus confortable. Faut croire que j'ai vieilli un peu, là. Le CRX, c'est un petit jouet, c'est un petit go-kart, etc., mais c'est pas... On parle pas de la même catégorie de voiture non plus, même si la Corrado est plus une routière. Okay. C'est plus une routière. Je serais curieux de reconduire une GTI 16 valves aujourd'hui pour comparer tout ça là-dedans. Puis, il y a quelques années, j'ai conduit, puis ça, je me permets de le glisser parce que c'est un on appelle ça un unicorn, là. Bon. J'ai conduit en Europe une Volkswagen Golf Rally. Donc, ça, c'est avec une technologie synchro, discussion de vieux bonhomme dans mon temps. Oui, c'est ça, un peu. J'ai conduit une Volkswagen Lui, il dit dans Golf. mon temps, puis moi, je dis dans son temps. C'est ça, exactement. Une Golf Rally, donc technologie synchro 4 roues motrices avec un moteur G60, mais 16 valves. Ce qui veut dire que la voiture faisait 210 chevaux au lieu de 158. Ouais. Et c'est extraordinaire. Puis c'est la première fois que je conduisais une Golf A2 en si bonne condition. Elle avait 34 000 km. Ça faisait partie de la collection Volkswagen. C'était génial. Oui, synchro, 4 roues motrices G60. C'est une technologie qu'on a eue. Il y a Philippe qui me parle de synchro, 4 roues motrices G60. C'est une technologie qu'on a eue dans la Passat, ici. Évidemment, le Corrado n'a pas eu de 4 roues motrices, mais la Passat l'a eu en version berline et familiale. C'est assez rare, d'ailleurs. C'était pas super rapide parce que là, l'auto était lourde et elle était 4 roues motrices. Aussi, Ben, ça demandait un entretien. Ouais, c'est ça. Fait que, plus que rigoureux. Plus que rigoureux, voilà. Mais bref, un beau jouet. Comme je le disais, 2808 qui se sont vendus au Canada. À peu près la moitié sont des G60. Il n'y a pas eu vraiment de vente de Corrado VR6 en 92. Ce sont des 93 qu'on a eu. Puis à la fin de 95, c'était terminé, là. C'était terminé. Puis tu vois, de ma couleur, il y en a eu 54. Alors, c'est quand même assez rare. Ils appellent ça Brilliant Black, mais c'est un charbon foncé. C'est un charbon foncé qui est presque noir. Mais il y a Denis qui dit « J'avais choisi l'Integra RS versus la Corrado en raison de la différence de prix dans ce temps-là. » Puis oui, l'Integra, c'était quand même une belle petite machine, ça aussi, là. C'est vraiment une voiture désirable qui... Bon, on pouvait brasser ça, puis ça se défaisait rapidement parce que la rouille... C'était pas des voitures qui résistaient à la rouille énormément. J'avais conduit une version de type R dans un lancement Acura. Mais ça, c'est plus récent. Oui, un petit peu plus récent. Mais toujours est-il que c'est l'Integra quand même. Et j'avais entendu tellement de bonnes choses à son sujet que j'ai été déçu finalement en la conduisant parce que c'était très correct. Mais c'était pas si génial comme on me l'avait à cette époque-là, c'est que c'était la bébé. On parle de 97 là, à peu près. Là. Ouais. C'était une voiture de performance pure. Et des voitures de puristes en 97, ça n'existait pas. Non. On était à l'époque où on se débarrassait de toutes les voitures sport qui existaient sur le marché. Souviens-toi des constructeurs qui abandonnaient toutes les sportives, l'une après l'autre. Nissan abandonnait la 240SX ou à peu près. Bon, 300ZX, 240SX, Supra, Stealth, tout ça, ça disparaissait. Ouais. Puis là, on arrivait avec des designs insipides comme la Chevrolet Lumina, puis la Hyundai Sonata de cette époque-là. Écoute, là, c'était triste, là. Fait que c'était pas, pour moi, une époque triste de l'automobile, c'est entre 95 et 2000. Oui. Ça, vraiment, il y en a beaucoup qui disent que c'est entre 75 et 80. Ça aussi, on peut le considérer. Ouais, mais entre 95 et 2000, là, oh boy, c'était du vert forêt partout.
Moi, j'aime ça, le vert forêt. Ben là, aujourd'hui, t'en vois moins, là. On s'entend. Aujourd'hui, c'est gris, noir, blanc. Gris, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais ouais, c'est ça. Eagle Talon, ouais, Benoît qui mentionne la Eagle Talon. Ça aussi, c'est une belle machine qu'on a abandonnée en 98 aussi. Et encore aujourd'hui, en trouver une en bon état, originale. J'ai vu une Eagle Talon, là, je me permets de vous le dire, dans un petit centre d'achat il y a quelques semaines, bon, je dirais quelques mois en fait. Je l'avais même photographiée et partagée sur ma page Facebook. Une TSI Turbo 95 ou 16. Ouais. En parfaite condition. La plaque d'immatriculation, c'était AWD quelque chose. Je me souviens plus exactement. Mais écoute, dans la neige, avec des gros pneus à clous, mais dans une condition impeccable. Oui, ben, si la personne j'espère que la personne y fait attention parce qu'elle était en sacrée bonne mine, cette voiture-là. Enfin bref. Continuons dans les vieilles Volkswagen. Le temps de mentionner que c'est vendu cette semaine sur Bring a Trailer. Une Rabbit GTI 1983 équipée du turbo Callaway. Oui. Donc ça, c'est un turbocompresseur qu'on installait en concession aux États-Unis sur des Rabbit GTI dans ce temps-là. La voiture avait 19 000 milles. C'est vendu pour 36 000 américains. Ce qui fait, puisque toi, tu as fait la conversion à 53 000 canadiens. Exactement. Ça fait beaucoup d'argent. C'est le même propriétaire qui avait une Rabbit GTI de la même génération, mais noire, qui était aussi en vente sur... Puis qui s'est vendu 25 000 2 semaines avant. Exactement. Mais elle n'avait pas le turbo Callaway. Voilà. Mais et on voyait dans les photos de l'annonce qu'il y avait des belles corvettes de collection, des autos de course aussi dans l'arrière-plan. Mais tout ça pour dire que c'est un autre bel exemple que les sportives des années 80-90, bien, l'engouement est énorme pour ça, là, parce que débourser 50 000 canadiens pour une GTI 83, il faut le faire. Il faut le faire, mais en même temps... Regarde bien ça aller, là. Les voitures des années 80 et début 90 vont grimper en flèche. Toutes les voitures qu'on a aimées vont grimper en flèche. Et les voitures des baby boomers qui valaient une fortune, d'abord, il y en a beaucoup qui ont été restaurés, là. Il n'y a rien de moins de plus commun qu'une Camaro 69, là. J'ai l'impression qu'il y en a plus aujourd'hui qui s'en est jamais fabriqué, là. Et elles sont toutes oranges avec les bandes blanches. Et sont toutes showroom, puis ils n'ont jamais vu. Ben, moi, je rêve d'en voir une avec un peu de rouille, puis 2-3 POC, puis qui roule au quotidien. Ça, c'est rare. Mais une Camaro showroom 69 qui a été restaurée, puis qui vaut 100 000. OK, ben je suis désolé, d'abord, elle ne vaut pas 100 000, puis deuxièmement, il y en a partout. Voilà. Fait que, je dis pas que c'est pas une belle machine, là, on s'entend là-dessus, mais c'est sûr que c'est générationnel et qu'il va y avoir une fluctuation de prix. Parce que et en plus, dans le contexte actuel du COVID, on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais ça va être spécial. Parce que les muscle cars étaient les sportives des baby boomers. Alors, je vois pas pourquoi les sportives de la génération X, ta génération, si je me trompe. La génération avant la tienne. Oui, c'est ça. La génération avant les milléniaux. Je vois pas pourquoi les sportifs de cette génération-là... Est-ce que j'aurais dû garder ma Fiero 88? Tellement. J'ai 2 amis qui viennent d'en acheter de ces voitures-là. On payait ça une chanson dans le temps. Puis là, une belle Fiero GT 88, c'est 10 000 et plus. Et j'en ai vu se vendre à plus de 25 000 aux États-Unis. Là. On parle de conditions exceptionnelles. Là. Mais la 88, c'est la meilleure année aussi. Là. Il avait refait les suspensions, etc. On s'était débarrassé des pièces de chevette puis de citation. C'était pas une mauvaise chose. Non, c'était pas une mauvaise chose, mais enfin bref. Fait que voilà, il va y avoir une augmentation drastique des prix des voitures qu'on aimait dans les années 80. Écoute, j'ai même vu une Escort GT 87 sur Marketplace à vendre à 7 ou 8 000 $. Oui. Ça, moi, j'avais des amis qui avaient ça au secondaire. Là. Mais c'est quand la dernière fois que t'en as vu? Mais t'en vois jamais. Exactement. Écoute, c'était de la cochonnerie quand même. J'ai pas dit le contraire. Passer à travers une tête de moteur d'Escort GT là, dans ce temps-là, là, ça prenait... D'après moi, ça se faisait sur l'heure du lunch avec un peu de bonne volonté. C'était pas compliqué. Enfin bref,
Bon, on va glisser un mot sur le... Tu sais, là, on tripe sur les voitures des années 80-90 et qu'on s'en va ailleurs parce que il y a Lincoln qui vient d'annoncer qu'on va abandonner le projet d'un utilitaire de luxe électrique construit en collaboration avec Rivian. Oui, bien, on sait que Ford avait mis 500 millions de dollars. Oui, je sais que ça te fait toujours vibrer, Ouais. mais c'est ça. Ford avait investi massivement dans Rivian, là, la compagnie américaine qui avait présenté un VUS pleine grandeur et un pick-up. Ouais. Puis honnêtement, ces deux véhicules-là de Rivian ont l'air très, très, très sérieux. oui, oui, oui. Puis on les a vus en vrai, nous, au Salon de l'Auto de Los Angeles. Tu sais, donc c'est pas un croquis qui a été fait sur le coin d'une table. Là. Ouais. On a vu des prototypes devant nous et c'est très sérieux. Puis la preuve, c'est que Ford a investi là-dedans parce que Ford est très fort dans les pick-up. Mais on avait l'intention... Mon Escort 84 était une catastrophe. Ben voilà, ça confirme un peu ce que tu disais. Ouais. Fait que, on avait l'intention de développer un VUS, comme tu l'as dit, de luxe, 100% électrique chez Lincoln. Mais là, on a décidé d'abandonner le projet tout simplement. Et on dit que c'est de la faute du virus, là, COVID-19. Je trouve que le virus a peut-être le dos large un peu. Écoute. Mais on va leur donner, disons, le bénéfice du doute. Non, mais je ne suis pas inquiet que Ford va... Bon, je pense qu'ils ont d'autres chats à fouetter présentement. Là. Il faut d'abord sortir le Mustang Mach-E. Il faut s'occuper du Bronco. Là. Du Bronco, Ça, il y a quelqu'un qui pose aussi. pourquoi est-ce que Lincoln existe encore. Parce que l'amour existe encore. Voilà. Hein? Mais il faudrait demander à Matthew McConaughey. Je ne sais pas. Ouais. Mais qu'il conduisait une Lincoln bien avant qu'on le paie pour le faire. c'est sûr. Ben oui, son père y avait donné. Bon, petite question. On a reçu plusieurs questions. Gênez-vous pas si vous en avez. On a encore quelques minutes. Julien qui veut s'acheter une Q50 Infiniti 2019-2020. C'est tellement le moment de le faire. Oui. Parce que on s'entend qu'Infiniti, là, ça va pas bien. Vous avez le gros bout du bâton comme consommateur. Mais vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée à quel point vous avez le gros bout du bâton. Infiniti est dans l'eau chaude. C'est un des constructeurs ou des marques du moins, je dirais pas le constructeur, parce que le constructeur c'est Nissan, mais la marque Infiniti, à mon sens, elle est en péril. C'est pas drôle, là. Si j'avais à miser un petit 2 sur une marque à disparaître au Canada dans un avenir relativement court, beaucoup de gens voient Mitsubishi disparaître, mais moi, c'est pas de valeur. Mais c'est Infiniti que je vois disparaître, là. Ben, moi, je vois, tu vois, parmi les marques, là, c'est drôle que tu abordes ce sujet-là parce que j'ai l'impression que Buick ne fera pas long feu. Buick, la direction qu'on a prise avec ça, on s'est tellement planté. Là. Dans la dernière crise économique, on n'a pas eu le choix de faire le gros ménage chez GM. Là, si la crise économique s'avère très grave, on va probablement être obligé de faire du ménage encore. Puis, dans ce qui reste d'impopulaire au Canada, chez GM, c'est Buick, là. Non, Buick, ça n'a aucun bon sens. Puis, tu sais, il y en a bien qui disent, oui, mais ça donne quoi de garder GMC? C'est tous des clones de Chevrolet. Oui, mais ça se vend. Mais il y a des États américains où il se vend plus de pick-up GMC que de pick-up Silverado. Donc, en fait, c'est surtout vrai au Canada, ça. Ah, okay. Au Canada, il se vend plus de GMC que de Chevrolet. Aux États-Unis, il se vend presque 4 Chevrolet pour un GMC. Mais il y a des endroits aux États-Unis locaux où le GMC est très fort. Parce que là-bas, il faut comprendre qu'ils ont des concessionnaires séparés. Ici, c'est tout à la même place. J'ai envie de soulever la question aussi, tant qu'à y être. Est-ce que si on retirait GMC, les acheteurs traditionnels de GMC se garocheraient chez Ford ou chez Ram? Ben non, il irait chez Chevrolet, je cherche pas. Donc, il aurait dû garder Pontiac à la place de Buick. Je suis tellement d'accord. Mais en fait... Oui et non, parce que Pontiac, à la fin, c'était que des GM rebadgés, là, des Chevrolet Oui, mais c'est une marque qui avait une image. C'est une marque qui Oui. avait une image. On n'a pas travaillé l'image correctement, puis c'est une erreur, mais c'est une marque qui avait une image. Et tu vois, aujourd'hui, si on avait une marque comme Pontiac, on pourrait continuer à vendre des voitures qui se vendraient. Oui. Là, on a abandonné toutes les voitures, on veut plus rien savoir, et on se tire dans le pied, si tu veux mon avis, parce que... Faites-moi pas à croire que tout le monde veut rouler en VUS, là. Non. C'est pas vrai. Et dans le contexte actuel, Oui. je suis désolé, mais il y a des gens qui vont redevenir un peu plus pragmatiques. Puis, tu sais,
moi, je connais quelqu'un qui est passé d'une Cruze à une Cadillac ATS à un Chevrolet Blazer. Puis c'est parce que le vendeur était bien bon. Parce que cette personne-là a eu 3 Cruzes et n'a pas des besoins supérieurs à ça. Ah, mais vous savez, c'est juste 85$ de plus aux 2 semaines. Ah, mais vous savez, Voilà. tu sais, aujourd'hui, on roule en Blazer. Mais Blazer, là, il t'en va-tu sur la route? Là? Non. Bon. À un moment donné, c'est pas un mauvais produit, mais je veux dire, c'est encore une variation sur un même thème. Là, j'ai l'impression de me répéter parce que je l'ai dit la semaine passée. Mais c'est vrai encore cette semaine. mais non, mais Oui. arrêtez, là. Arrêtez avec vos VUS. Tout pareil, tout, Puis, tout le en temps. ce moment, l'essence n'est pas cher, mais si les compagnies pétrolières vont vouloir se rattraper quand la vie va reprendre... Mais ça, ben, pour moi, c'est même pas un argument. Parce qu'un VUS, aujourd'hui, ça consomme pas plus qu'une voiture. Ben, un petit peu Tu sais, plus quand même. 0,2, 0,3 litres, parce que ça prend un peu plus dans le vent. Mais je veux dire, entre une Cruze puis un Chevrolet Trax, là, Non. qui a le même moteur, c'est la même consommation à peu près, tu sais. Là, il y a Luc qui parle, GM devrait garder Cadillac plutôt que Buick. Buick a une vocation précise qu'on aurait dû conserver. Cadillac a une vocation internationale qu'on tente de faire redorer. Ça va pas bien. Mais... Puis là, on relance 2 voitures. Est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose avec ça? Premièrement, il faudrait arrêter de penser que ces voitures-là valent 15 000 $ de plus qu'une Audi et qu'une BM. Parce que pendant qu'on essayait de vendre des Cadillac ATS-V à 85-90 000 $, Mercedes vendait des 663 AMG pour 10 000 de moins. Bon, C'est ça. difficile à expliquer. Fait qu'il faudrait éventuellement là, revenir sur Terre. Oui, il y a le Genesis GV80, Normand, qui mentionne ça, se démarque un peu du lot. Oui, il se démarque esthétiquement. On a mis beaucoup de bébelles à bord. J'ai hâte de voir ce que ça va donner au niveau du comportement. J'ai pu le voir, m'asseoir à l'intérieur. Il y a un niveau de finition qui est sans précédent pour un Coréen, ça c'est certain. Mais Je l'ai vu, moi, sur une remorque de transport à Montréal. Donc, les premiers ça va mal. Comment? Non, Un transporteur de véhicules. Donc, ouais. donc les premiers exemplaires doivent Ils vont débarquer prochainement. C'est plus la stratégie là, de Genesis, moi, que j'ai hâte de voir, surtout dans le contexte actuel, parce que là, il n'y a plus rien qui tient. Faut tout repenser, il faut tout réévaluer. Tous les plans stratégiques marketing qu'on avait imaginés, ça tient plus, tu sais. Bon, fait que parlez-en à Ford qui a une série de nouveaux modèles à lancer. Ouais. Vous disiez disparition de Mitsubishi, vraiment, tellement de potentiel international mal exploité au Canada. Ça, c'est Benoît qui mentionne ça. Oui. Et moi, personnellement, je crois en la marque Mitsubishi. Je crois au succès de cette marque-là, parce que l'avenue, c'est sûr qu'on étire des produits, là, puis un RVR, là, come on! Mais il y a une clientèle qui est intéressée à ces produits-là, qui apprécie la fiabilité, la longueur de la garantie, le service qu'on a au concessionnaire. Si tu te rappelles, il y a quelques semaines, j'ai écrit un essai justement sur le RVR. Tu sais bien que je ne l'ai pas lu. Non. Oui. Et j'ai ressorti les défauts du véhicule et j'ai reçu beaucoup de commentaires de propriétaires de RVR qui en sont enchantés. Qui m'ont dit, moi je l'ai depuis X années, parce qu'il existe depuis 10 ans, là, et je l'ai depuis 5, 6, 7, 8 ans, puis j'ai pas de trouble avec. Je ne sais pas pourquoi vous ne l'aimez pas. Je dis pas que c'est un véhicule qui est pas fiable. Bon, ces gens-là ont peut-être des acouphènes, mais... mais c'est juste un véhicule, oui, comme tu le mentionnes, qui est très bruyant et dépassé technologiquement. Oh oui. Mais c'est pas un véhicule à problème en tant que tel. Ah non, absolument pas. C'est très fiable. Puis les produits Mitsubishi sont fiables et durables. Oui. Et tu croises des Lancer 2008-2009 sur la route, pas de rouille, là. Non. Alors que des Focus 2016, la peinture part au vent. 2017, ça c'est pas... Alors, la qualité, elle est bonne. Puis Mitsubishi, il faut comprendre qu'ici, en Amérique du Nord, c'est un petit joueur. Mais le marché mondial de Mitsubishi est gigantesque. Vous n'avez pas idée, là, vous allez en Afrique, vous allez en Asie, oui. En Amérique du Sud, il y a beaucoup... avec Suzuki aussi. Voilà, mais Suzuki, eux autres, ils ont décidé d'aller ailleurs puis de se concentrer où il y avait un marché réel pour eux. Ça, on a compris ça rapidement. Mais bref, pourquoi on parlait de Mitsubishi, là, j'ai perdu la... parce que quelqu'un... La question initiale, c'était... on a fait du chemin. On bifurque, hein? Alors, la Q50, est-ce que c'est un bon choix? Est-ce que c'est plus facile à entretenir qu'une Allemande? Je dirais pas que c'est plus facile à entretenir qu'une Allemande, surtout si vous parlez d'une A4, d'une série 3, qui sont des voitures
tellement nombreuses que les pièces, c'est pas un problème. Et le coût des pièces, je dirais pas que c'est raisonnable, mais c'est moins pire que ce qu'on s'imagine. Mais l'affaire, c'est que ça peut être fragile et capricieux, les voitures allemandes. Alors que Infiniti, ça demeure des voitures très fiables. Le problème, c'est la dépréciation. Ouais. Puis moi, acheter ça neuf, ça fait mal. Mais ça n'a aucun bon sens. Dans la question, je ne me rappelle plus du prénom. La question, je peux acheter une 2009 ou une 2019 ou une 2020? Donc, en allant gagner cette dépréciation-là sur un 2019... Ben moi, je vous dirais même, regardez des 2018 qui sont peut-être des démos de concessionnaires qui ont 3000 km, vous allez sauver 15-20 000. Là. Ouais. On est là. Plutôt que d'aller chercher un 2020. Puis vous pourriez, parce que, bon, évidemment, il y a la version Red Sport là, à 400 chevaux qui est super puissante, mais vous pourriez aussi considérer une version à moteur 300 chevaux, 3 litres turbo, et qui est très, très, très correct. Là. Au niveau rapport prix-performance, c'est intéressant, c'est bien équilibré. C'est pas le meilleur rouage intégral pour l'hiver, honnêtement, parce qu'elle est un petit peu danseuse du train arrière dans la neige. C'est une traction intégrale. Hein, quand même, on peut le mentionner. C'est un rouage intégral qui est conçu pour la performance, là, plus que pour... Tu sais, c'est pas une Subaru. Là-dessus, on s'entend. Puis les deux écrans, ben non. Ça, c'est son défaut. Qu'est-ce que tu veux? Il faut vivre avec ça. Il y a des Infiniti 2019, 20 du PDSF. Facile. Ouais. Il y a quelqu'un qui disait ça facilement. Ouais. C'est incroyable. Tu sais. Il y a Normand qui nous regarde encore. Salut Normand. Normand Gem du 98.5. Bonjour Normand. Fidèle auditeur. C'est correct ça. Il y a quelqu'un qui parle de la CT5 en remplacement de son ATS 2016. Je ne l'ai pas conduite, la CT5. Notre collègue Marc Lachapelle l'a conduite. Et il me mentionnait avoir été un peu déçu de la version qu'il a conduite. Faudra faire un essai prolongé. Puis là, on dit qu'on va faire l'événement média de cette voiture-là au mois de juin aux États-Unis. Okay. Permets-moi de te dire que je suis pas sûr que je vais aller aux États-Unis en juin. Non, c'est pas... On va voir. C'est pas en mode, on dirait. Non, c'est de ce temps-là. Mais je la trouve belle, je la trouve magnifique. Ouais. Puis si seulement on pouvait sortir des produits de même un peu plus souvent chez GM... Oh my God, ça ferait du bien là, à travers cette vague de gros VUS chromés là, qui traînent dans les cours des concessionnaires actuellement. Écoute, j'ai hâte de voir. Parce que là, on se concentre sur les pick-up, bien sûr. Là, ça continue à se vendre, mais ça va prendre un peu plus de variété. Puis la 7S5, pour moi, c'est un vent de fraîcheur. En même temps, est-ce que c'est la voiture de l'année au niveau conception? Je pense pas. C'est une base de CTS. On améliore, mais la CTSV manuelle 600 quelques chevaux. Là, bon, ça, c'est une autre affaire. Mais c'est une très belle voiture, puis ça fait du bien de revoir des voitures chez Cadillac. Parce que, n'oubliez pas que Cadillac en avait plus de voitures. À part la CT6 qui, elle, va disparaître. Là, tu vas me dire que le XT6, c'est pas un produit complètement génial qui s'adresse à la clientèle traditionnelle de Cadillac. Oui, tout à fait. Faut aussi mentionner que Buick n'a plus de voiture. Ouais. Hein? Buick n'a plus aucune automobile et on dira ce qu'on voudra, mais la dernière Buick LaCrosse, sur le plan du design, sur le plan de la conception, c'est une voiture extraordinaire. Ouais. Et pour quelqu'un qui recherche ce genre de produit-là, vous pouvez obtenir ça à rabais, légèrement usagé, ou en tout cas... On dirait que GM n'a même pas essayé avec le LaCrosse. On veut rien savoir. On veut rien savoir. La Régale, ça, c'est une voiture condamnée parce que c'est une Opel, bon, puis il y a un paquet de contextes. Mais la Buick LaCrosse, je suis désolé, il y avait un marché pour ça. Pas au Canada. Non. On ne l'a pas poussé, c'est correct, mais ça se vendait encore aux États-Unis. Puis on a décidé de laisser tomber ça pour faire des enclaves, des Envision. Voilà. On danse pas, là. Non, excusez. Bon. Je vais te lancer avec une autre question. Ouais, vas-y donc. On a Jules qui a 84 ans, qui a loué un Kia Soul en 2016, qui a maintenant 43 000 km. Le résiduel est de 12 600. Il connaît bien le véhicule, il n'a pas de problème avec, mais il se demande s'il est mieux d'acheter le véhicule qu'il a en ce moment ou d'en louer un 2020. Moi, je le rachèterais. Ouais. Je le rachèterais. Oui, avec si peu de kilométrage, puis s'il dit qu'il n'y a pas de problème avec... Ben non, puis vous avez 84 ans, louer des véhicules
je veux pas être plate, mais à 84 ans, on ne sait pas toujours ce qui va arriver. Ouais. Ça peut sonner un peu bizarre, mais c'est quand même ça. Il faut être réaliste. Puis se débarrasser d'une location si on n'est plus en mesure de faire les paiements, si on a des problèmes de santé, etc., ça se fait, mais il y a des pénalités, etc. Alors que le véhicule, ben là, vous l'achetez, il est à vous. Vous êtes en équité positive parce que le véhicule vaut plus cher en passant que ce que vous allez payer. À 43 000 km, là, ça se vend bien. Ouais. Non, moi, je le rachèterais tout de suite. Puis c'est vrai que ce sont des bonnes machines. Puis oui, vous allez voir une évolution dans le 2020, c'est sûr. Mais pas assez pour justifier que ça vaut la peine de passer au nouveau. Et de se rembarquer dans 4 ans c'est ça. location. Voilà. Non, alors, non, moi, j'achèterais le modèle actuel à 43 000 km, c'est sûr. Absolument. On avait Cédric qui, lui, a une question pas pire. Bon, là, on retourne dans les autos des années 90. Lui a vu sur Internet une Colt 1993 sur Marketplace qui a 116 000 km et s'intéresse beaucoup à la voiture, mais s'inquiète pour la disponibilité des pièces. Moi, j'ai fait mes recherches et elle est déjà vendue, la voiture. Donc, je ne sais pas si c'est Cédric lui-même qui l'a acheté. Ah bon? OK. Mais oui, juste avant de faire l'enregistrement, j'ai regardé, mais la voiture était déjà vendue. Bon. Donc, voilà. Hey, Dan Heyman qui est avec nous autres. Salut Dan, ça c'est un collègue journaliste ontarien qui vient du BC. Voilà, lui, il peut rouler des voitures de presse présentement. Hey Dan, you can drive press cars. We can't, so we sit in our Grossbrunn. On peut dire ça de même? Grossbrunn. Fait que voilà. Salut à Martin Morin qui nous regarde. Salut Martin. Écoute, la Colt, elle est vendue, peut-être qu'il l'a achetée, mais disponibilité de pièces mécaniques. Non, c'est pas un problème. C'est des pièces assez communes, là. Il n'y a rien de bien compliqué là-dessus. Puis de toute façon, ça se trouve dans l'usager, ça se trouve un peu partout. Les pièces de carrosserie, là, ça peut commencer à être un petit peu plus difficile. Puis je me permets de te dire que les mécaniques qu'on a là-dedans, c'était partagé à l'époque avec les Hyundai Excel et par la suite les Hyundai Accent de première génération, les petits moteurs 1.5 12 soupapes, là. Alors, c'est des mécaniques très, très, très communes qu'il y a eu un peu partout. Ça, c'est vraiment pas un problème. Maintenant, de là à dire qu'on pourrait trouver facilement toutes les pièces de carrosserie, les pièces de finition intérieure, ça, c'est moins évident. Comme toute voiture qui a pas loin de 30 ans, ça va demander un peu d'attention et de passion. Exactement. Il y a Sébastien qui est père de 2 enfants, a loué 2 Chevrolet Cruze et là doit remplacer sa voiture dans 3 paiements, donc probablement dans 3 mois. Son vendeur Chevrolet lui propose le nouveau Trailblazer. Il a un budget de 350 $ par mois. Sinon, il est intéressé à la Golf Sportwagen, à la nouvelle Nissan Sentra ou à une Camry. OK. Bon, des véhicules différents. Mais bon, d'abord, on va éliminer la Camry parce qu'à 350 $ par mois, on n'aura pas une Camry en location, ça c'est certain. Je comprends le vendeur de lui proposer le Trailblazer parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas grand-chose d'autre à lui proposer, là. Mais... Un 3 cylindres, là, vraiment? Non. Mais comme acheteur, c'est pas cette décision-là que je prendrais. Non. Mais je comprends le vendeur d'essayer de lui proposer ça parce qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'option. Il n'y a pas d'autre option. Donc, je quitterais Chevrolet, même si... Non, mais... Puis voilà, puis allez-vous-en de chez Chevrolet. Il y avait juste à continuer à en faire des Cruze. C'est-à-dire, à un moment donné... puis ce produit-là, d'abord, n'est pas encore arrivé sur le marché, n'est pas éprouvé, on le connaît pas. Puis moi, une mécanique 3 cylindres, je suis désolé, surtout dans un utilitaire. Oui, écoute, on fait juste regarder l'EcoSport puis on voit tout de suite que c'est un succès garanti. Hein? Alors, on oublie Chevrolet, on oublie la Camry qui est trop chère, reste la Golf Sportwagen qui serait mon premier choix, là. Il en reste pas beaucoup, mais on est capable d'obtenir une Golf Sportwagen Trendline, ou en tout cas version de base. Je sais plus si c'est Trendline ou Comfortline, la version de base maintenant, là, je suis un peu mêlé. Je pense que c'est Trendline. Mais enfin, bref, version de base, vous allez avoir ça pour à peu près ça. Peut-être un petit peu plus. Peut-être que vous êtes plus autour de 380 par mois. Là. La Sentra, on pourrait l'avoir. Là, La Sentra, vous allez l'avoir à ce prix-là, certainement. Là. Puis la Sentra, c'est pas une voiture... ça sera pas une voiture à problème
je m'en ai dit knock on wood, j'ai juste à ouvrir la porte. Ouais. Pour la CVT qui demeure l'épine Damoclès de Nissan. Ouais. Mais c'est une voiture très sérieuse, drôlement mieux construite que dans le passé, qui ne consomme pas, qui est très spacieuse. Si vous avez 2 enfants, c'est pas un problème, mais c'est pas aussi polyvalent qu'une familiale. Et vous pourriez avoir la chance de mettre la main sur la dernière voiture compacte familiale qui sera vendue sur notre marché. Parce qu'il y a quelqu'un qui me posait la question cette semaine, est-ce que la Corolla Sport Touring, qui est la version familiale de la berline qu'on a ici, vendue en Europe, va arriver chez nous? Dans nos rêves, Oubliez oui. ça n'arrivera pas. Mais la Golf Sportwagen, le prix est intéressant, la garantie est intéressante. Si vous le louez 4 ans, vous êtes couvert tout le long de votre location. Ouais. Fait que ça, c'est un premier gros avantage. C'est le fun à conduire. Il y a de l'espace à l'arrière, c'est polyvalent. Il n'y a pas autant d'espace pour les jambes à l'arrière que dans la Sentra. Ça, il faut le mentionner. La Sentra, il y a beaucoup de dégagement. Évidemment, c'est un haillon, c'est transformable, c'est plus polyvalent. C'est une bonne valeur de revente, ça, c'est sûr. Alors, moi, j'irais pour la Golf en premier. Elle va disparaître. Ça va être une 2019, ça ne sera pas une 2020, mais il y en a encore pour au moins tout l'été chez les concessionnaires. Surtout que là, on s'entend qu'ils ont été fermés plusieurs semaines. Alors, moi, j'irais là, Sentra en premier. Camry, vous allez défoncer votre budget. C'est sûr que c'est une super bonne voiture, mais là, on change de budget. Puis Trailblazer, attendez 4 ans. Attendez qu'ils mettent un 4 cylindres. Oui. Bon, c'est parce que, à mon sens, ça n'a pas de bon sens. Et puis, il y a quelqu'un qui me dit, pour tracter une petite entroulette avec un Impala V6 2016, qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr. Absolument. Pas de problème. Puis si jamais la tente roulotte est un petit peu trop lourde, d'installer un refroidisseur auxiliaire d'huile pour la transmission, ça se fait très bien. Mais c'est sûr que vous êtes capable de remorquer avec cette voiture-là. Il y a pas de problème. C'est sûr que si vous mettez 4000 livres sur la tongue en arrière, la suspension n'est pas conçue pour ça. Là. Mais une petite tente roulotte légère de 700, 900 livres, là, il n'y a pas de problème là. Il n'y aura pas de problème. Puis c'est une voiture, le moteur dort là-dedans. C'est un V6, bon, c'est le traditionnel V6 3.6 qu'on connaît de l'Impala depuis toujours. Alors, c'est un bel exemple, ça, parce que beaucoup de gens vont se créer un besoin en se disant « j'ai absolument besoin d'un VUS parce que, justement, j'ai une petite tente roulotte à traîner », mais une berline peut très bien le faire. Hein. Puis toi, ta berline V6 qui est en arrière pourrait remorquer ça. Mais, de 172 chevaux dans ton VR6. Ouais, là. voilà. Mais surtout, on veut le rappeler à tout le monde. Pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, Germain a un lecteur cassette dans sa Jetta VR6, ce qui lui permet d'écouter du France Gall. Entre autres. Oui, je vais te donner... Il y avait Phil Collins. Il y avait Phil Collins voilà. aussi, qui est pas pire. C'est pas mal ça, hein? Ça fait le tour, Antoine. Ça fait le tour. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine, jeudi, parce que mercredi, ça me sera impossible. Mais on va se donner rendez-vous la semaine prochaine. Puis cette fois, on inversera peut-être les rôles. On s'amusera. On verra. On verra qu'est-ce qu'on va faire. Je vous souhaite bonne semaine sur la route. Si vous êtes parmi les chanceux qui allez pouvoir aller magasiner des voitures ou parmi des employés de concessionnaires qui pouvaient retourner finalement travailler, bravo, bon retour, ça va faire du bien. Faites votre job comme du monde. C'est une industrie qu'on aime, qu'on adore, qu'on veut voir rejaillir. Elle en a besoin. Coudon. Puis moi, je vais aller prendre la route. Là. Attends un peu. On va partir ça un peu. Ça doit partir, la grosse brune. On l'essaye-tu? Fais un petit bout, là. 2-3 coups de pédale. Oh, yes! Ça marche super bien. Comme un charme. Hein? Salut tout le monde.